Ils redoutaient l'ostentation de l'opulence, mais un visiteur a décrit leur propriété comme l'endroit que Dieu aurait bâti s'il en avait eu les moyens. Ils ont amassé une fortune qui indigna cette nation démocratique, puis l'ont redistribuée en remodelant l'Amérique. Ils furent ce qui se rapprocha le plus d'une famille royale dans ce pays. Mais les Rockefeller fuyaient la publicité, à l'abri des murs de leur majestueuse demeure de Pocantico dans l'État de New York. Étant enfant, je m'en souviens comme d'un endroit paradisiaque, empli de sérénité et de beauté. Mais en grandissant, nombre d'entre nous ont commencé à considérer Pocantico comme une sorte de prison qui nous isolait du monde réel. La famille fut tourmentée par la polémique entourant John D. Rockefeller, le roi de la Standard Oil. Considéré comme un prédateur impitoyable et le mal incarné, il a bâti un empire industriel et s'est constitué une fortune personnelle d'une ampleur sans précédent. Le lourd fardeau des Rockefeller est la gestion de leur immense fortune. Cette richesse qui croît jour après jour de manière incontrôlable. Ils doivent aussi assumer l'aspect moral de cette opulence. Comment la contrôler? Comment se contrôler? Dans l'histoire familiale, John D. Rockefeller Jr. se voit attribuer un rôle presque impossible à tenir. C'était le fils de l'homme d'affaires le plus controversé d'Amérique. Il devait trouver un moyen de modifier son image et celle de sa famille, sans pour autant renier ouvertement le père qu'il aimait. Dans sa quête de rédemption et de respectabilité, John D. Jr. élève sa famille au sommet du pouvoir en Amérique. L'un de ses fils brigue le siège suprême, la présidence, et provoque la colère et la furie d'une nouvelle génération. Pendant plus d'un siècle, la fortune et l'influence des Rockefeller ont suscité attention et défiance et menacé de diviser la famille. Pourquoi vouloir préserver cette puissance? Pourquoi vouer nos vies au maintien de toutes ces institutions créées par la famille? Dans quel but tout cela? Je crois que beaucoup d'entre nous ont réalisé que le but de nos vies était d'associer puissance et bienfaisance. « 9 octobre 1901, le Wild Duck, un yacht à vapeur, quitte Providence dans l'État de Rhode Island. À son bord, l'un des hommes les plus riches d'Amérique, John D. Rockefeller et sa famille. L'embarcation navigue vers une propriété située sur la péninsule de Warwick, sur la côte ouest de la baie de Narragansett. Ces pelouses accueillent bientôt 500 invités, tous ténors du capitalisme triomphant de cette époque. À l'extérieur de la propriété, les journalistes se pressent pour le mariage du seul fils de Rockefeller, John Jr., avec Abby Aldrich, la fille d'un puissant sénateur de Rhode Island. Des gardes de l'agence Pinkerton veillent à la protection des invités couverts de bijoux et des splendides cadeaux de mariage. Ils ont aussi une autre mission, plus dangereuse. John D. Rockefeller, fondateur de la Standard Oil, est l'homme le plus haï des États-Unis. On le juge monstrueux, maléfique et cruel. Rockefeller est traqué par les journalistes, assailli par des inconnus en quête d'argent.
Il garde une arme près de son lit. Sa famille est menacée d'enlèvement et il reçoit des lettres l'avertissant que des bombes artisanales sont destinées à sa demeure. C'est une famille assiégée. Il reviendra à la jeune épouse et au fils obéissant et dévoué, déjà accablé par le fait d'être né Rockefeller, de sortir la famille de cette situation. Au début du 19e siècle, on appelle cette partie nord de l'État de New York la contrée ardente, en référence au feu de l'enfer et à l'ardeur du revivalisme chrétien. Les prédicateurs appellent à une vie de dur labeur, de prière et de bonnes actions pour bâtir le royaume de Dieu sur terre. C'est au sein de cette ferveur évangélique que naît John Davidson Rockefeller en 1839, cadet d'une fratrie de 5 enfants. Sa mère, Eliza Davidson Rockefeller, est profondément religieuse, austère et stricte. Même durant sa jeunesse, elle réprouve le sourire et le rire. Mais elle a eu cet instant de faiblesse fatidique le jour où William Avery Rockefeller est apparu sur le pas de sa porte pour lui vendre des colifichets. Il avait une petite pancarte attachée à sa boutonnière sur laquelle était écrit à la craie « Je suis sourd-muet ». C'est ainsi qu'il arnaquait les gens. Et Eliza, en dépit de ses convictions, s'est pris immédiatement de ce charmant vaurien et proclama même en sa présence « Je l'épouserais bien s'il n'était pas sourd et muet ». C'est un escroc, le fripon enjôleur en personne. Et il séduit sans aucun doute Eliza, tout comme il séduit apparemment beaucoup d'autres femmes aussi, ce qui en fait un tombeur. Contrairement à sa femme dévote, William Avery Rockefeller fuit l'Église. C'est un voyageur de commerce, un charlatan qui vend des remèdes miracles dans un chariot, dans l'Ouest américain. La rumeur évoque sa vie licencieuse. On l'appelle Bill le Diabolique. Il allait et repartait selon son bon vouloir sans jamais prévenir. Il disparaissait pendant des mois. On lui faisait crédit pour l'approvisionnement. Un hiver, il a accumulé une note de $1000 dans un magasin. Et c'est une somme d'argent considérable au 19e siècle. Puis il réapparaissait, le plus souvent de nuit, afin que personne ne sache d'où il venait, et il contait ses exploits. Toujours de telle manière qu'on ne sache pas précisément ce qu'il avait fait et où il l'avait fait. Le rire de Bill le Diabolique et la musique emplissent alors la maison. Il exhibe des liasses de billets, porte des vêtements neufs et raffinés. Un jour, il étale une nappe confectionnée avec des billets de banque. « J'ai reçu chez moi une éducation singulière », confirme John Day au sujet de son enfance. Ce fut une formation au monde des affaires dès le début. Bill Rockefeller a avoué à l'un de ses voisins « Je négocie avec mes fils et j'essaie toujours de les arnaquer pour affûter leur sens des affaires. » John Day n'appréciait pas toujours ces leçons de transaction, mais il les a assimilées. Son père lui prête de l'argent, toujours au taux d'intérêt en cours, puis exige le remboursement de l'emprunt à n'importe quel moment pour s'assurer que son fils garde un fonds de réserve. Avec Bill le Diabolique, John Day découvre l'excitation des prises de risques importantes et l'appât du gain. Eliza lui inculque les préceptes rigoureux de sa foi chrétienne. Frugalité, travail et complet contrôle de soi.
Il était comme un petit adulte. Lorsqu'il se rendait à l'école, les autres élèves le surnommaient Monsieur Sérieux. Malgré un merveilleux sens de l'humour, très fin, il se comportait la plupart du temps de manière très calme et stricte et aimait que tout soit en ordre, comme sa mère. Tout était planifié. Un bon comportement était récompensé et une mauvaise conduite entraînait une privation. En 1849, tout l'univers de la famille Rockefeller s'écroule. Bill est accusé du viol d'une servante qu'il avait engagée pour le foyer. Plutôt que de contester l'accusation, il fuit abandonnant sa famille qui affronte seul le scandale. C'est une période d'extrême humiliation pour John, qui n'a que 10 ans. Je crois que c'est en réaction au commérage dans le village que John D. Rockefeller a développé cette nature indépendante, très méfiante et secrète. Les gens évoquaient en permanence son père en chuchotant, et John Day lui-même ne connaissait pas la vérité. Mais je pense qu'il se croyait obligé de faire face au ragot en affichant cet air stoïque et très dur. Elisa et ses 5 enfants trouvent refuge dans l'église baptiste locale. Tous les dimanches, lorsque la corbeille de la quête passe de main en main, elle incite son fils à donner un peu de monnaie. Il en vient à associer église et charité. Un jour, un pasteur baptiste l'exhorte à gagner autant d'argent qu'il le peut, puis à le redistribuer de la même manière. C'est à ce moment, se souvient Rockefeller plus tard, que le plan financier de ma vie s'est dessiné. Mais le bruit des pièces de monnaie dans la corbeille évoque encore Bill le diabolique. Pour John Day, l'argent était indissociable de ces rares instants où son père rentrait à la maison, les poches pleines, et où les Rockefeller fonctionnaient brièvement comme une véritable famille. Je crois que pour John Day, le fait de grandir dans cette insécurité permanente, à se demander quand le père rentrerait et s'il pourrait rembourser leur dû à l'épicerie centrale, a façonné une personne aux besoins hors normes. Non seulement en ce qui concerne l'argent, mais aussi en matière de sécurité. Il détestait les surprises. Il aspirait à maîtriser le hasard et conjurait le sort. Le sort lui réserve une autre mauvaise surprise. Il découvre bientôt que son père a épousé une seconde femme sous un faux nom. Pour préserver sa mère de l'humiliation, John Day garde secret cette bigamie. Pour mener sa double vie, Bill déménage sa famille à Cleveland. Puis il disparaît à nouveau, les laissant seuls dans cette nouvelle ville. Ceci a totalement mis fin aux relations entre John Day et son père. Je crois qu'au bout du compte, cela l'a décidé à mener sa propre vie aussi différemment que possible de celle de son père, sans toutefois complètement abandonner ce qu'il estimait avoir une valeur dans ses enseignements, comme les affaires. John espérait étudier à l'université. Il doit à présent abandonner le lycée et chercher un emploi pour subvenir aux besoins de la famille. Je ne me suis rendu dans aucun petit établissement, se souvient-il. Je cherchais quelque chose de conséquent. Il trouve une place de comptable adjoint et se consacre à sa tâche avec une ardeur fervente.
Dès le début, aucune trace de légèreté ou d'insouciance chez ce jeune garçon de 16 ans. Il passait en revue chaque facture et y repérait les moindres erreurs au centime près. Il était stupéfait de la négligence et de l'incapacité de ses chefs plus âgés et plus expérimentés. Je crois que c'était le trait distinctif de Rockefeller dès ce jeune âge. Il n'avait pas une intelligence vive et brillante, mais plutôt cette manière posée et minutieuse de traiter les choses. John commence à tenir sa propre comptabilité, notant toutes ses dépenses, petites ou grandes. Pour lui, les chiffres sont sacrés. La comptabilité de John Day tenait une place prépondérante dans sa vie. Elle était comme sa conscience. Il y enregistrait ses différents dons à l'église, chaque centime versé à une pauvre orpheline rencontrée dans la rue, à la cause abolitionniste. Il l'utilise tout au long de sa vie comme moyen de s'évaluer lui-même. Ligne après ligne, ses gains augmentent. Son ambition croît. Il emprunte $1000 à Bill le diabolique, avec intérêt, et se lance dans le négoce risqué des matières premières. Il achète et vend de la viande et des céréales. Il n'a que 18 ans. Moins d'un an plus tard, la chose conséquente qu'il cherche fait surface, dans les sombres forêts de Pennsylvanie. Le pétrole, pour graisser les rouages de l'industrie américaine naissante. Le pétrole, pour alimenter une croissance fulgurante. La nouvelle de la découverte entraîne la ruée d'une horde de milliers de spéculateurs dans la région. En une seule nuit, les foreurs d'or noir rasent des forêts entières et érigent des milliers de derricks branlants en quête de leur trésor. Le pétrole jaillit vers les cieux en même temps que les récits fabuleux de fortunes instantanées. John D. Rockefeller fait partie des hommes d'affaires de Cleveland qui s'intéressent à la région. Il ne fore pas. Il estime que le forage du pétrole est une activité trop hasardeuse. Il pense que c'est du raffinage et non du forage que l'on peut tirer des revenus réguliers. Très vite, une nouvelle ligne de chemin de fer relie Cleveland à la zone pétrolière. Rockefeller bâtit sa raffinerie juste à côté. C'est l'une des premières dans la ville à produire du kérosène, un nouveau combustible pour lampes bon marché et propre. La lumière du pauvre, comme la nomme John Day, apporte sa lueur éclatante dans les foyers américains. Il est convaincu que la demande croissante de ce combustible va le rendre riche. Il écrit plus tard « Je n'oublierai jamais ma soif de réussite à cette époque. Je grimpais et je descendais des toits des wagons de transport. Je pressais les ouvriers. » Obnubilé par ses affaires pétrolières, il supervise le moindre détail et développe de nouveaux produits à vendre. À 25 ans, il dirige l'une des plus grandes raffineries du monde. Il s'est réellement endetté jusqu'au cou. Il a emprunté des dizaines de milliers de dollars, ce qui équivaut à des millions de nos jours. Il était intimement persuadé que sa destinée et celle de son pays résidaient là, que le pays allait en quelque sorte accéder à plus de grandeur grâce à cette vague pétrolière. Il a toujours pensé qu'il triompherait inévitablement de manière essentielle. Il croyait sincèrement qu'il avait une vocation pour gagner de l'argent, que c'était un don que Dieu lui avait accordé. Tout comme certains peuvent chanter de l'opéra ou d'autres peindre des toiles exceptionnelles, il avait cette capacité singulière à acquérir des richesses. Et il la considérait comme un don divin. John Day entretient sa foi aussi attentivement que ses affaires. Simple employé,
il versait de l'argent pour l'abolition de l'esclavage ou un orphelinat catholique. Une fois riche, ses donations deviennent plus généreuses, surtout pour son église de Cleveland. Il vivait une histoire d'amour avec cette église. Il balayait la chapelle, sonnait les cloches, allumait les cierges. Il y enseignait le catéchisme. Il semblait y trouver un refuge contre le type de péché qu'il avait découvert chez son père. Bientôt, John est attiré par une jeune femme aussi pieuse et résolue que lui. Laura Spelman était une féministe des années 1840-1850. Et c'est elle qui prononça le discours de fin d'études de sa classe de lycée, la même classe que fréquenta John Day. Et le titre de son allocution était « Je peux diriger ma propre barque ». C'était un appel au droit de vote des femmes en 1855. John la courtisa de manière très différente des autres jeunes hommes de son entourage qu'elle rencontrait dans les bals et les soirées. Il lui rendait visite chez elle, ils jouaient un peu au piano ensemble, puis ils s'asseyaient souvent autour de ses registres de comptabilité et ils les vérifiaient tous deux. Elle semblait y trouver le même intérêt que lui. Le 8 septembre 1864, John et Laura se marient lors d'une petite cérémonie privée. Mon arrière-grand-mère était un personnage doté d'une philosophie teintée d'obscurantisme. Elle croyait que les bonnes actions ouvrent les portes du paradis et qu'on pouvait tout aussi bien se retrouver en enfer si nos buts et nos actions n'étaient pas justes. Comme sa mère, la pieuse Laura entretient John dans l'idée qu'il exécute l'œuvre de Dieu à l'église comme en affaires. Cependant, l'avenir des Rockefeller est lié à une industrie en péril. Il y a tant de pluie que le prix du pétrole ne cesse de chuter malgré les progrès du forage, se lamente-t-il. Il observe une industrie rongée par la surproduction. Son propre succès est menacé par ce qu'il décrit comme une compétition féroce et ruineuse. John Day a été assez perspicace et judicieux pour comprendre que le seul moyen de sauver son entreprise et sa fortune toute récente consistait à trouver une solution pour l'ensemble de cette industrie. C'est à ce moment qu'il a commencé à envisager l'industrie pétrolière comme un seul grand mécanisme interdépendant. Il était impossible de n'en modifier qu'une seule pièce, il fallait contrôler toute la machine. Dans une démarche qui va métamorphoser l'économie américaine, Rockefeller entreprend de remplacer cet univers de pétroliers indépendants par une entreprise géante qu'il dirige. En 1870, il sollicite de nouveaux emprunts auprès des banques pour créer la Standard Oil en Ohio. L'année suivante, il lance discrètement ce qu'il appelle « notre plan », une campagne pour dominer l'industrie pétrolière versatile. Rockefeller sait que les raffineurs bénéficiant des coûts de fret les plus bas vont écraser leurs concurrents. Il passe un accord secret avec les chemins de fer au sein de la South Improvement Company. En échange de volumes importants et réguliers, Rockefeller et ses alliés s'assurent des tarifs de transport bien plus bas que ceux accordés à leurs concurrents. Ida Tarbell, la fille de l'un de ces pétroliers, se souvient plus tard comment les hommes comme son père tentèrent de comprendre la manœuvre. Elle écrit « Une rumeur inquiétante commença à se propager dans toutes les zones pétrolifères. Les coûts de transport grimpaient en flèche. De plus, les membres de la South Improvement Company, une compagnie inconnue jusque-là, avaient des tarifs préférentiels. Sans que nul ne se concerte avec son voisin, un mot apparaissait sur toutes les lèvres « conspiration ». Tout cela cachait une volonté de monopole.
Il devint immédiatement évident que les fondements même de l'industrie allaient changer de manière à entraîner leur perte. Ils étaient sous le choc de la découverte qu'on les sacrifiait et que le nouvel univers qui s'était ouvert à eux allait se refermer bientôt. L'image la plus fréquemment utilisée était celle de l'anaconda, l'emprise du serpent économique géant asphyxiant les entrepreneurs indépendants et les expulsant de l'industrie en les réduisant à l'impuissance financière, sans autre alternative que de vendre aux instigateurs de ce complot. C'était une vraie conspiration. C'était l'une des premières grandes conspirations économiques dans ce pays. Pour tenter de contrecarrer ce projet, beaucoup d'indépendants refusent de vendre leur pétrole brut à Rockefeller et ses associés. Loin d'être dissuadé, Rockefeller brandit la menace de la South Improvement Company pour intimider les raffineurs concurrents de Cleveland. Son frère et associé, William, définit ce plan en 3 mots. Guerre ou paix. Vendre à la Standard Oil ou en subir les conséquences. Pour commencer, ils abordent leurs victimes avec égard et flatterie. Rockefeller lui-même use de son prodigieux talent de persuasion en présentant la Standard Oil comme une confrérie basée sur la coopération. Il avait cette foi quasi mystique d'être choisi pour guider cette industrie. Et lorsqu'il s'emparait de ses concurrents, il ne désirait pas seulement leurs usines, il voulait aussi souvent leurs dirigeants. Il n'avait donc aucun intérêt à se les aliéner. Il préférait de beaucoup convaincre les gens de les lui vendre de leur plein gré, plutôt que d'essayer de leur soutirer par la terreur. Bien que, si nécessaire, il recourait à des méthodes très brutales pour les intimider, ou, comme il disait, pour leur donner une bonne suée avant de négocier avec eux. Rockefeller peut organiser une pénurie des wagons-citernes pétroliers. Il peut décider d'acheter tous les barils du marché pour empêcher un concurrent de pouvoir entreposer ou transporter son pétrole. Il peut même acheter tous les produits chimiques disponibles nécessaires au raffinage. Rockefeller exige des employés de la Standard Oil de communiquer en code. La compagnie est surnommée Club. John D. Rockefeller répond au nom de Soup. Beaucoup des victimes de Rockefeller ignorent que les raffineurs locaux qui réduisent leurs coûts et agissent comme des concurrents font en réalité partie de son empire en expansion. En moins de 2 mois, il s'empare de 22 des 25 raffineries de Cleveland, faisant preuve de cet acharnement qui en fera le héros et le bourreau de l'économie américaine. Personne ne le connaissait vraiment. Personne ne l'entendait. Il s'isolait et les gens qui le rencontraient, ceux qui le trouvaient impitoyable, avaient toutes les raisons de le croire sans pitié. Parce qu'ils affrontaient quelqu'un qui était dénué de doute, qui avait une vision et qui n'avait aucun scrupule pour la mettre en œuvre parce qu'il pensait qu'elle était juste. Une fois qu'il en avait décidé ainsi, on n'avait plus qu'à lui vendre sa compagnie, parce que quoi qu'il arrive, elle ferait partie de la Standard Oil. Méthodiquement, secrètement, John D. Rockefeller parvient au-delà de la simple mutation d'une industrie. Il modifie définitivement la manière de faire des affaires aux États-Unis. Il déclare « Le temps de la concentration est venu. L'individualisme est révolu. À jamais. » En 1879, à 40 ans, Rockefeller contrôle 90% du raffinage pétrolier dans le monde. En quelques années, il contrôlera 90% du marché du pétrole et 1/3 de tous les puits de pétrole. Cet homme encore très jeune maîtrise non seulement un monopole national, mais aussi international d'une denrée qui va devenir la matière première la plus importante dans l'économie mondiale.
Rockefeller savoure les instants partagés avec Laura. Après la naissance de leur premier enfant, Elizabeth, ils emménagent sur Euclid Avenue, le précaré des millionnaires de Cleveland. Bien que Rockefeller puisse se permettre l'achat de n'importe quelle demeure dans la rue, il opte volontairement pour une maison modeste où ses 3 autres enfants naîtront. Alta, Edith et son seul fils, John Jr. Convaincu que l'opulence mène au péché, Rockefeller, dorénavant l'un des Américains les plus riches, s'attaque à la difficile tâche d'élever ses enfants. Ils semblaient un peu effrayés par cette fortune et ils estimaient qu'il fallait continuer à vivre comme par le passé, avec des vêtements simples, des jouets que les enfants devaient se partager, de l'argent de poche qu'ils devaient gagner, le tout constituant une part importante dans la construction du caractère et d'une vie vertueuse. Comme si trop de luxe pouvait les dévoyer. Laura oblige le jeune John à porter les vêtements usagés de ses sœurs jusqu'à ses 8 ans. Un jour, elle confie fièrement à une voisine « Je suis si heureuse que mon fils m'ait dit ce qu'il désirait pour Noël. Je vais pouvoir le lui refuser. » Après qu'on ait décelé chez elle une tuberculose, les Rockefeller commencent à passer plus de temps à Forest Hill, leur propriété de 32 hectares dans les environs de Cleveland. Malgré sa façade imposante, il insiste pour que l'intérieur soit exempt de tout signe de luxe ou d'apparat. Junior se souviendra que l'argent était présent comme l'air, la nourriture ou tout autre élément, mais qu'il n'était pas facilement accessible. In the setting where all this frugality and restraint was practiced in the household, he was surrounded. La façon dont toute cette frugalité et ces restrictions étaient pratiquées dans cette maison impliquait qu'il était entouré de dizaines d'hectares de jardins et de lacs où il pouvait patiner l'hiver, de tous ces signes de richesse, mais que dans le cercle intime de la famille, il était élevé comme un enfant pauvre. Pour gagner son argent de poche, Junior répare des portes, tue des mouches et taille des crayons, répertoriant minutieusement chaque gain dans un livre de comptes, comme son père. Il assiste aux réunions de prière et récite des appels à la modération sans se plaindre. À l'âge de 10 ans, il signe un serment solennel par lequel il jure de s'abstenir de fumer du tabac, de proférer des jurons et de boire toute boisson alcoolisée. Leur mère pousse constamment Junior et ses sœurs à purifier leurs âmes de leurs péchés. Tous les dimanches après-midi, Laura réunissait les enfants autour d'elle et ils discutaient de ce qu'elle appelait leurs actions inconsidérées de la semaine. Il s'agissait du péché de cupidité et l'idée consistait à examiner les actes commis et demander pardon, puis à analyser la manière d'améliorer leur conduite pour la semaine à venir. La leçon la plus importante qu'elle enseignait aux enfants était « Quel est votre devoir ?» C'est ce qui doit guider votre vie, le service d'autrui. Vous n'êtes pas ici pour votre seul bien-être ou même pour prier. Il existe un dessein derrière tout cela. Laura était la voix de la discipline dans la famille, et John Day Sr., un père aimant, gai et indulgent. Il jouait avec ses enfants. Il a appris à patiner à son fils. Quand ils furent un peu plus âgés, il accrochait un mouchoir blanc à sa ceinture et il entraînait les enfants dans une course de bicyclette à travers la propriété. Rockefeller parcourt avec eux les chemins sinueux de Forest Hill, révélant un caractère enfantin que peu de gens ont connu. Il adore jouer, galvaniser les enfants par des manœuvres risquées, des sprints soudains et des virages brusques, suivis de cris de joie lorsqu'ils gagnent. Junior se souvient: notre père ne nous interdisait rien.
il était de notre côté. Bien que Rockefeller soit un joyeux compagnon pour ses enfants, lui et Laura restent isolés du monde extérieur. Nous allions rarement, presque jamais, chez nos voisins, se rappelle Junior. Nous n'avions pas d'amis d'enfance, pas de camarades d'école. L'austérité inoculée à John Day par sa mère, Eliza, prévaut toujours dans la famille Rockefeller. À l'âge de 76 ans, lorsqu'elle meurt terrassée par une attaque, son fils est à ses côtés. Elle n'a jamais su que son mari avait épousé une seconde femme. Rockefeller avait espéré que son père assiste aux obsèques. Mais Bill le diabolique ne daigne pas apparaître. C'en est trop. La veille des funérailles d'Eliza, John Day demande au prêtre d'évoquer sa mère comme une veuve. C'est sa vengeance. Il bannit son père de son existence et ne lui pardonnera jamais. Dans les années qui suivront, il laisse clairement entendre que son père est mort. En 1883, Rockefeller emménage avec sa famille à New York, le centre de l'économie industrielle américaine en plein essor. Le roi de la Standard Oil envisage dorénavant de faire de sa compagnie la firme la plus gigantesque et puissante que le monde ait jamais connue. Rockefeller règne sur une mosaïque de compagnies, peu pratique à gérer. Il cherche un moyen de contourner une loi qui l'empêche alors de concentrer l'exploitation de ses entreprises dans différents États. Sa solution consiste à exiger des actionnaires de 40 compagnies de confier secrètement la gestion de leur part au Standard Oil Trust. Le trust devient en quelque sorte une association de compagnies. Rockefeller se dote ainsi d'un ingénieux bouclier juridique, derrière lequel il peut diriger son vaste empire industriel en toute quiétude et dans le plus grand secret. En 1885, il installe la Standard Oil dans une imposante forteresse de granit près de Wall Street. Le 26 Broadway devient rapidement l'adresse la plus connue dans le monde économique. C'est aussi le symbole honni d'un monopole si puissant qu'aucune loi ne semble pouvoir le contrôler. Les petits entrepreneurs, la classe moyenne américaine, tous les indépendants qui pensaient que leur travail et leur volonté ouvraient la voie de la réussite, observaient avec frayeur les sociétés comme la Standard Oil et leur taille démesurée. Cette peur s'est considérablement amplifiée et une énorme hostilité s'est développée. Rockefeller se considère comme le prophète d'un nouvel ordre. Il le qualifie de coopération. Ses opposants dénoncent un monopole. Son entreprise devient la première grande société multinationale, efficace et stable, bénéficiant de vastes économies d'échelle. Pendant les 20 premières années de la Standard Oil, John D. Rockefeller réussit à abaisser le prix du kérosène de 6 cents à 1 cent 85 le litre. Et il parvient, dans le même temps, à améliorer la qualité du produit. C'était un homme de monopole, souvent brutal et sans scrupules, mais c'était aussi un homme d'affaires avisé et entreprenant. Il n'avait aucune indulgence envers lui-même. C'est ainsi qu'il pouvait justifier ses méthodes agressives à ses propres yeux. Rockefeller désire rester dans l'ombre, mais il exerce une telle puissance qu'il attire vite la suspicion. Auditions, enquêtes et poursuites judiciaires viennent défier l'empire de la Standard Oil. John Day est appelé à témoigner dans toutes les tribunes.
Il était un témoin difficile à coincer, parce qu'il maîtrisait parfaitement son discours et qu'il était particulièrement attentif aux questions posées. Lorsqu'il fut interrogé sur la South Improvement Company, par exemple, l'un des enquêteurs évoqua la Southern Improvement Company. Il a alors rebondi sur l'erreur de terminologie pour répondre « Je n'en faisais pas partie ». Un journaliste décrit le 26 Broadway comme un repère de brigands, une tanière d'affairistes assassins. Les journalistes qui parviennent à esquiver les gardes de sécurité se heurtent à des portes aux serrures spéciales. Le truc consiste à faire pivoter le bord entre le pouce et l'index avant de tourner la poignée. L'intrus qui ignore le secret risque de se retrouver piégé entre deux portes closes. La moitié des États-Unis semble vouloir lyncher Rockefeller. L'autre moitié veut lui emprunter de l'argent. Il recevait en moyenne entre 50 et 60 000 lettres par mois, requérant son aide. Des dizaines de personnes le suivaient dans la rue. La foule assiégeait littéralement les bureaux de la Standard Oil pour guetter sa sortie. De jeunes enfants, atrocement maigres, pleuraient dans la rue. Rockefeller se sentait harcelé. En 1889, John Day estime sa fortune à plus de 40 millions de dollars. Il a toujours été un homme généreux, mais répugne dans le même temps à gaspiller le moindre centime. Il engage le révérend Frederick Gates, un pasteur baptiste, pour l'aider à se fixer de nouvelles règles de philanthropie. John Day a remis très sérieusement en question non seulement les moyens, mais aussi les objectifs de la charité. Il la considérait comme une manière de remodeler la société, non d'en compenser les souffrances. Il fallait donc chercher à guérir la scarlatine plutôt que de pourvoir un hôpital pour enfants d'une autre salle de garde. Découvrir un moyen plus efficace de cultiver le maïs plutôt que de financer une soupe populaire. Il était en avance sur son temps et l'est toujours. Dans les années qui suivent, Rockefeller instaure l'instruction pour les femmes noires à l'université Spelman d'Atlanta. Il fonde l'université de Chicago, l'équivalent au cœur du pays des meilleures universités de la côte Est. Il finance la recherche médicale de pointe et des campagnes de santé publique. Frederick Gates l'y incite en le mettant en garde. « Monsieur Rockefeller, votre fortune enfle sans cesse comme une avalanche. Vous devez la redistribuer aussi rapidement qu'elle croît. Sinon elle vous détruira, vous, vos enfants et vos petits-enfants. » S'échinant déjà à faire croître ses gains, Rockefeller doit à présent lutter contre les pressions engendrées par sa redistribution. Il dit « Je me suis attelé jusqu'au bord de l'épuisement nerveux à la difficile tâche de trouver ma voie dans le domaine infini de la philanthropie. » Souffrant de douleurs chroniques à l'estomac, Rockefeller s'éloigne de son bureau et se retire à Forest Hill. Pour retrouver la santé, il travaille dehors, roule à bicyclette et se nourrit simplement. À la fin de l'été, il a repris 7 kilos. Il répugne alors à revenir aux affaires et envisage l'impensable, la retraite. Il possédait cette fortune et ce pouvoir immense. Et en pleine cinquantaine, il a tout abandonné. Je n'ai jamais connu dans toute l'histoire d'autres exemples de ce type. Et il en était pleinement satisfait. Il avait cette incroyable intégrité et cette indépendance. Le pouvoir, l'argent, le prestige, la position ne lui importaient plus.
En 1897, John D. Rockefeller prend sa retraite et ne conserve que le titre de président honoraire de la Standard Oil, sans le moindre communiqué public. Peu d'Américains réalisent que l'homme qu'ils tiennent pour responsable de la société la plus puissante de la planète a cédé sa place. À la question « Pourquoi Rockefeller conserve-t-il son titre de président ?», l'un des dirigeants explique « Il devait le garder. De nombreux procès étaient en cours et nous lui avons dit que si l'un d'entre nous devait finir en prison, il devrait l'y accompagner. » Seul fils et héritier, John D. Rockefeller Jr. porte un lourd fardeau sur ses épaules. Dès le plus jeune âge, on lui a enseigné qu'il devrait assumer la responsabilité de la fortune et du nom de la famille. À 18 ans, il a déjà enduré 2 dépressions nerveuses. John D. Rockefeller Jr. a dû affronter une tâche quasi impossible. À sa majorité, son père avait réussi bien au-delà des rêves les plus fous de tous, y compris des siens, à un tel point que le fils ne pourrait jamais l'égaler. De plus, il connaissait certainement ce proverbe: à ceux qui ont beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Et à ce moment, il réalise qu'il a reçu plus que n'importe qui d'autre. Alors bien sûr, il lui sera demandé beaucoup plus qu'à quiconque. Extrêmement consciencieux, Junior intègre l'université Brown en septembre 1893. Il note toujours ses dépenses sur un livre comptable et raccommode lui-même ses vêtements. Cependant, il commence lentement à se départir de son éducation stricte. Pour la première fois de sa vie, il se rend au théâtre, assiste à des matchs de football et fume même un paquet de cigarettes. Au grand désarroi de sa mère, il apprend à danser. Il rencontre bientôt Abby Aldrich, une jeune femme appréciée de Providence que ni son nom ni son argent n'intimident. Abby Aldrich, because she was raised in a liberated, relaxed, Parce qu'elle avait été élevée au sein d'une famille progressiste, informelle et artistique, Abby Aldrich incarnait le dynamisme et l'ouverture sur le vaste monde dont John avait toujours été coupé. which John had been shielded from. Le père d'Abby, Nelson Aldrich, est un sénateur américain controversé de Rhode Island. La presse lui reproche violemment d'être le principal instigateur politique des grands trusts. Junior admire la capacité d'Abby à rester fidèle à son père et d'ignorer les critiques qu'il suscite. Sur le point d'être diplômé, il vénère toujours son père et est profondément blessé par les attaques incessantes de la presse. En 1897, sorti de l'université, Junior entre à la Standard Oil. Il se souvient. Depuis ma plus tendre enfance, je désire épauler mon père. Une fois dans la place, personne n'a pris la peine de lui dire de quelle manière il pouvait aider. On lui a donné un bureau, un salaire et quelques tâches sans suite. Mais personne ne lui a dit ce qu'on attendait de lui. Il devait découvrir de lui-même quelle était sa place dans ce monde, et c'est peut-être ce qu'avait décidé son père, le laisser trouver sa propre voie. Dans ce cas précis, cela ne facilitait pas la tâche du fils. Impatient de réussir quelque chose, Junior essaie d'investir. Il suit les conseils d'un spéculateur véreux de Wall Street. Le pourtant circonspect Junior perd aussitôt $1 million appartenant à son père. Il est allé trouver son père, l'estomac certainement très serré.
Celui-ci a réagi avec beaucoup de patience. John Day Sr. lui a posé beaucoup de questions et au lieu de le blâmer ou de le réprimander, il a fini par lui dire « Bien John, je vais m'en occuper ». Il s'est aperçu que son fils se fustigeait tant lui-même pour cet incident qu'il n'a pas jugé utile d'ajouter à la punition. Redoutant que l'immense fortune de la famille n'accable son fils, John Day Sr. l'implore de se détendre. Cependant, Laura maintient la pression. Tu es le fils du roi des rois, et tu ne dois jamais déshonorer ton père ou être infidèle à ton roi. Une question tourmente aussi Junior. Doit-il épouser Abby? Il prie chaque jour pendant 4 ans pour obtenir un signe de Dieu. Délicatement, sa mère met fin à son supplice en lui suggérant « Bien sûr que tu aimes mademoiselle Aldrich. Pourquoi ne pas aller le lui dire immédiatement ?» Cet automne-là, le désinvolte sénateur Aldrich invite la bonne société à un mariage luxueux. À bord de yachts privés, l'élite du capitalisme triomphant accoste à sa propriété de Rhode Island. De nombreux journalistes voient cette union de l'argent et du pouvoir politique d'un mauvais œil. L'un d'eux prévient « L'exploiteur en chef du peuple américain est dorénavant étroitement lié, par le mariage, au chef des conspirateurs. » La jeune épouse de Junior a sur les Rockefeller, austère et mesurée, une influence libératrice. Tout juste marié, Junior lui a dit « Il va te falloir tenir une comptabilité ». Elle lui a simplement répondu non. Et lorsqu'il lui a donné $1000 comme cadeau de mariage, acte révélateur par ailleurs, elle les a aussitôt reversés à une association caritative de Providence. On constate immédiatement qu'elle va s'affirmer. Abby rejoint les Rockefeller alors qu'ils s'apprêtent à vivre les instants les plus douloureux de leur histoire. Son mari va bientôt se retrouver sous les feux de la vindicte populaire, aux côtés de son père.